Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à nos invités d'avoir bien voulu être avec nous aujourd'hui pour partager leurs pratiques et leurs expériences. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on a tous remarqué il y a eu un certain nombre de choses faites différemment au moment du premier confinement. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, en brève introduction, pardonnez-moi de parler un peu de Juliette Sterwen, qui est un cabinet de conseil spécialisé en transformation des organisations. Notre chiffre d'affaires a été de 65 millions d'euros l'année dernière, en croissance continue et régulière sur les 10 années. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 400 collaborateurs et notre cœur de métier est vraiment la transformation des organisations, que ce soit sur les aspects business, sur les aspects people ou autour des aspects de systèmes d'information, comme le sujet d'aujourd'hui, entre autres choses, va nous permettre de l'approfondir. Alors, le sujet d'aujourd'hui, justement, est basé sur plusieurs constats. On en reparlera, mais c'est que on a vu que les choses ont changé. Évidemment, il y a pas de, c'est une évidence. Vous l'avez tous vécu. Et même que nous sommes 8 mois après le premier confinement, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si, au fond, on a appris quelque chose, les choses opérationnellement, les pratiques, les collaborateurs, les règles de gestion. Est-ce que tout ça a changé? Et parmi ce qui avait été détecté comme un changement massif du premier confinement, c'est que l'engagement des collaborateurs de la DSI, de la fonction SI d'une manière générale, avait été extrêmement fort pour permettre le passage en confinement et la continuité d'activité des entreprises. Et beaucoup de DSI ont, je dirais presque, redoré leur blason, si besoin était. Et la question qui nous a traversé l'esprit était de savoir si tout ça avait été un feu de paille ou au contraire encore. Et puis, parmi les constats, le troisième point, c'est pas mal d'entreprises ont réussi de manière très très rapide à faire la bascule vers le confinement. Et une question nous a traversé l'esprit de savoir si l'agilité, les pratiques agiles, la culture agile, tout ce dont on parle et ces buzzwords très à la mode ont bien été un facteur d'accélération de changement, d'accélération du changement. Voilà, des questions assez ouvertes, assez larges. Et bien pour essayer d'y répondre, nous avons aujourd'hui 3 participants que je remercie. Alors, on va voir les visages dans pas longtemps, vous les voyez à la caméra. Merci. Et donc, je vais les laisser se présenter en commençant par Pierre, s'il te plaît. Oui, merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pierre Ullmann, je suis le Chief Operating Officer de la banque de détail en France de BNP Paribas, donc notamment en charge des sujets informatiques, des sujets de back-office, d'opération, des sujets de relations clients notamment. Je suis aussi en charge de la transformation d'une manière générale, Chief Transformation Officer, pour le plan qu'on vient d'opérer et qu'on va poursuivre. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis, de manière symbolique mais importante, je suis aussi le Chief Diversity Officer de BNP Paribas en France, sur tous les sujets de diversité et notamment de genre, si vous voyez ce que je veux dire. Comme on le voit d'ailleurs à ce webinaire. Voilà. J'avais mis un peu de
outils à atteindre. J'espère que ce sera plus facile la prochaine fois. Ouais, on essaiera de faire mieux, effectivement. Bonne remarque. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc Guillaume Rincé, moi je suis le Chief Technology Officer CTO de la Maïf, en charge d'activités qui vont de la stratégie de nos systèmes d'information, la stratégie technologique, en charge du delivery d'une partie aussi du système d'information, et puis également très engagé dans la transformation de l'entreprise dans le cadre de notre plan stratégique, et notamment une transformation que l'on est en train d'achever au sein de la DSI et qui se poursuit par ailleurs dans l'entreprise sur une transformation agile à l'échelle. Bien, merci Guillaume. Marc? Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Marc Sabatier, je suis le CEO et le fondateur de Julius Sterwen. Mais bon, au-delà de ces titres ronflants, je suis avant tout un consultant en transformation, en innovation, qui a la chance d'avoir un beau poste d'observation parce qu'on a beaucoup de clients sur la manière avec laquelle justement nos clients, grandes entreprises, petites entreprises, secteur privé, secteur public, se comportent, réagissent avant la crise, pendant la crise, après la crise, j'espère bientôt. Donc on va partager sur tout ça ensemble. Merci Marc. Alors, pour animer, co-animer avec nos intervenants ce webinaire, nous serons deux et je vais laisser Philippe se présenter. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Donc, je suis Philippe You. J'anime avec Nicolas les compétences de conseil aux DSI et aux transformations des DSI notamment. Et pour ce webinaire spécifiquement, je serai Monsieur Question. Donc, je prendrai en charge vos questions que je relayerai à l'équipe. Et voilà, vous ne me verrez que pour les questions après cette introduction. À tout de suite. Merci Philippe. Donc, en deux mots, moi je suis Nicolas Chêne, je suis associé chez Julius Sterwen et j'anime en collaboration avec Philippe, j'anime la communauté des consultants au DSI et aux sujets digitaux. Voilà, avant de passer à la table ronde, très rapidement, quelques petites règles du jeu pour ce webinaire. Alors, les micros de tout le monde sont coupés de manière totalement autoritaire. Voilà, pardonnez-nous, mais c'est beaucoup plus pratique pour nos intervenants. Si vous n'entendez pas, s'il y a un problème, ouvrez donc dans le GoToWebinar, vous avez le menu. Vous l'avez sans doute tous fait, mais appuyez sur la flèche orange, vous aurez toutes les options possibles. Et puis, pour poser des questions qui seront synthétisées par Philippe et puis posées à nos intervenants, vous avez un onglet questions. Il suffit de cliquer sur la petite flèche à gauche pour l'ouvrir et pour pouvoir émettre votre question dans un format très classique. Bien, je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet pour reprendre justement le cœur de notre préoccupation. On va revenir quelques mois en arrière, au mois de mars. La grosse bascule, tout le monde doit passer en confinement, en particulier dans le secteur tertiaire. Et là, les entreprises ne sont pas prêtes, ou très marginalement. En tout cas, personne n'avait prévu dans les plans de continuité d'activité que bien, ce seraient les utilisateurs qui feraient défaut. Et très rapidement, en quelques jours, toutes les grandes entreprises et même les petites et les moyennes ont réussi avec la mise en œuvre de beaucoup d'énergie et de pas mal d'ingéniosité en quelques jours à récupérer un niveau d'activité quasi normal. Alors, évidemment, ingéniosité, bon sens, système D, plus une énorme dose d'engagement, beaucoup de nuits blanches de pas mal d'équipes. Tout ça a fait que les résultats ont été spectaculaires. Et
Et la question qu'on se pose est donc, qu'est-ce qu'on retient de cette situation? Est-ce que les relations parfois un peu tendues entre les DSI et les métiers se sont améliorées? Nous, côté conseil, on a dit que oui, il y a un bon retour de la part des métiers, une vraie appréciation des efforts qui avaient été faits, une vraie reconnaissance. Sauf que, est-ce que, pour prendre le titre d'un film, est-ce que l'Empire ne va pas être tenté de contre-attaquer et les mauvaises habitudes revenir? Voilà, donc se pose la question, et je vais la poser à nos intervenants, de savoir qu'est-ce qui reste des bonnes choses qui ont été mises en œuvre au moment de la crise. Et peut-être pour y revenir dessus de manière un peu plus précise, que nos intervenants puissent nous rappeler comment ils l'ont vécu dans leur entreprise. Et je vais commencer par Guillaume, si vous voulez bien. Guillaume, comment avez-vous vécu cette bascule et cette crise à la Maïf? Je crois que pour nous, l'enjeu, et aussi évidemment pour beaucoup d'entreprises, ça a d'abord été d'être au rendez-vous de cette situation, qui, comme vous l'avez dit, Nicolas, n'était pas du tout quelque chose qu'on avait anticipé dans nos plans de continuité d'activité. Être au rendez-vous pour nous, c'est quelque chose de dual. C'est évidemment être au rendez-vous de nos sociétaires, ça c'est absolument essentiel, mais aussi être au rendez-vous de nos collaborateurs qui étaient confrontés à cette situation dans une logique de symétrie des attentions. Moi, si je me rappelle ce qui s'est passé, nous on a commencé à se dire que de toute façon, on n'échapperait pas au confinement quand on a vu la situation se dégrader extrêmement vite en Italie. Et il n'y avait aucune raison que ça ne franchisse pas les frontières et que ça n'arrive pas dans les jours qui suivent également chez nous. Et donc, on a anticipé 2 à 3 semaines avant le fait qu'on allait être confronté à une situation de ce type-là. Et on a démarré à ajuster finalement notre plan de continuité d'activité, puisque c'était pas un scénario tel qu'il est prévu classiquement dans les livres. Et c'est cette anticipation-là qui nous a permis finalement d'être en mesure, dès le premier jour, d'assurer une continuité de nos activités, évidemment avec seulement à ce moment-là une partie de nos collaborateurs. Et ensuite, on s'est enclenché en parallèle dans un déploiement assez rapide et massif de diverses solutions qui ont permis à nos collaborateurs de télétravailler massivement au fur et à mesure des semaines pendant la gestion de crise. Ça a nécessité vraiment un engagement extrêmement fort de l'ensemble des collaborateurs du groupe, en particulier de la DSI, mais évidemment aussi de tous nos réseaux qui ont vraiment travaillé extrêmement dur et qui continuent du coup à le faire aujourd'hui, puisque malheureusement on est revenu dans cette situation de confinement il y a quelques semaines. Donc beaucoup d'engagement et un niveau de sollicitation très élevé. Moi, ce que je retiens finalement de cette période-là, c'est que cette crise, elle est plutôt pour nous un révélateur et un accélérateur de convictions très fortes que l'on peut avoir et qui confirme plutôt le bien fondé d'un certain nombre d'orientations qu'on a posées et qui sont au cœur de notre plan stratégique. Alors évidemment, c'est une évidence, mais si on n'avait pas déjà déployé en amont un certain nombre d'outils collaboratifs dans le cloud, je pense à Teams ou d'autres alternatives, je pense qu'on n'aurait pas du tout vécu ces crises de la même manière. Le fait de disposer de ces technologies, ça a permis de trouver des solutions et de s'appuyer dessus très rapidement pour retomber sur nos pattes. Mais je pense plus important que les outils, c'est vraiment le modèle culturel de la Maïf qui, je pense, nous permet aujourd'hui de bien résister à ce contexte, et notamment le modèle de l'attention portée à l'ensemble de nos parties prenantes, l'attention portée aux autres, puisque derrière, ça entraîne une proximité, un soutien qui est vraiment par construction. Évidemment, les collaborateurs vis-à-vis des clients et l'ensemble de nos collègues des réseaux ont été attentifs à être proches et plus particulièrement proches dans cette situation-là vis-à-vis des clients, mais également de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans notre ADN. Et puis aussi l'entreprise vis-à-vis de ses clients, puisqu'on a fait le choix d'être aux côtés de nos clients, notamment dans le cadre de l'assurance auto, où on leur a retourné une partie du pouvoir d'achat, puisque la sinistralité automobile a fortement diminué sur cette période-là. Et donc, on leur a laissé la possibilité soit de récupérer une partie de leur cotisation, soit par l'intermédiaire de la Maïf, de pouvoir l'investir auprès d'un certain nombre de causes engagées dans la lutte contre le Covid. Et ça a été quelque chose d'extrêmement apprécié aussi de l'ensemble de nos clients. Très bien. Un révélateur, donc, effectivement, dans la crise, on se révèle, c'est bien connu. De votre côté, Pierre,
comment vous avez vécu ça et puis qu'est-ce que tu en retiens spécifiquement? Alors, d'abord, cette période, elle me permet de souligner l'incroyable, immense engagement des équipes de BNP Paribas pendant ce premier confinement, et on le revoit encore là dans la période que nous sommes en train de vivre. Hein. Il faut vraiment remercier l'ensemble de ses collaboratrices et de ses collaborateurs qui ont été au cœur du dispositif pour répondre aux inquiétudes, aux questions, aux demandes de nos clients. Un indicateur, c'est pendant cette période-là, et la période qu'on vit encore aujourd'hui, c'est près de 90% de nos agences qui restent ouvertes d'une manière ou d'une autre pour montrer à quel point on est engagé auprès de la société et auprès de nos clients dans cette période difficile. Pour répondre à ces circonstances exceptionnelles, moi je vais mettre l'attention sur trois choses. Le premier point, je viens de le dire, c'était il fallait vraiment, en tant qu'opérateur essentiel, rassurer nos clients sur les capacités de la banque pour répondre à cette crise. Pendant le premier confinement, clairement, c'est des dizaines de milliers de reports d'échéances de crédits que nous avons dû opérer dans l'urgence et de manière automatique. C'est la mise en place du prêt garanti par l'État en l'espace de 2 semaines. Hein, c'est près de plus de 40 000 prêts garantis par l'État que nous avons mis en œuvre. C'est des opérations qu'on ne pouvait pas imaginer quelques semaines avant que cette opération démarre. La deuxième chose, et ça a été évoqué par Guillaume également, c'était de mettre nos collaborateurs dans les conditions optimales d'exercice de leur activité compte tenu des contraintes et de cette crise sanitaire. Pendant le premier confinement, l'ordre de grandeur, c'est à peu près en 15 jours, on a réussi à mettre la quasi-totalité de nos collaborateurs en télétravail, en travail à domicile, et parfois à 100%. Pour le deuxième confinement, et c'est là où on continue d'apprendre, là c'est en 24 heures. Hein, c'est-à-dire que la courbe d'expérience est très importante de ce point de vue-là. Et puis la troisième chose qui est importante aussi, c'est que, on y reviendra peut-être après un peu plus tard, c'est que en faisant tout ça, on a quand même réussi, et c'est très important dans le cadre de notre métier de banquier, d'assurer la maîtrise des risques dans cette période de risque. Alors après, pour réussir ça, là aussi, c'est intéressant de voir la symétrie des choses avec Guillaume. Notre informatique, elle a été extrêmement agile. Et quand je dis l'informatique, c'est l'informatique sous 2 angles. C'est l'informatique classique, l'informatique bancaire, l'informatique lourde, de type legacy. On s'est aussi beaucoup appuyé, notamment sur les reports d'échéance, par exemple, sur des informatiques qui étaient beaucoup plus légères, ce qu'on pourrait qualifier parfois de shadow IT, maîtrisées par les métiers. Et je retiens ce point-là parce que dans cette période-là, c'est bien un ensemble d'équipes qui ont travaillé dans un objectif commun pour mettre en œuvre ces solutions extrêmement rapidement. Et là, il n'y a plus de sujet de périmètre, de rapport de responsabilité en disant moi j'ai la belle informatique et moi j'ai la mauvaise. On trouve ensemble les bonnes solutions pour aller vite. Et puis le deuxième point qui est très, très similaire à ce qui vient d'être évoqué par Guillaume, c'est finalement on a aussi réussi à mettre en œuvre ces solutions-là relativement rapidement, parce qu'on était aussi dans un plan stratégique et dans la mise en œuvre de solutions qui nous ont permis finalement d'accélérer au moment où on a eu le confinement. On était dans une refonte globale de l'ensemble de notre environnement de travail pour nos collaborateurs, la distribution de PC portables à l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, du jour au lendemain, c'est assez facile de travailler à la maison pour peu que les infrastructures soient prêtes, et elle l'était en très grande partie. La mise en place de la softphonie, la mise en place de briques technologiques permettant d'opérer nos centres de relations clients à distance et plus sur site. C'était aussi tout le travail qu'on avait fait sur la mise en place de robots pour automatiser un certain nombre de process. Hein, parce qu'on
n'aurait pas pu reporter ces dizaines de milliers d'échéances si on n'avait pas eu les robots pour le faire. Hein. La capacité humaine était impossible à gérer de ce point de vue-là. Et puis la troisième chose qu'on avait, entre guillemets, si je peux me permettre, qu'on n'avait pas anticipé, mais qui nous a permis de bien traiter ces sujets-là, c'est qu'on était dans un plan de digitalisation de notre relation client et les fonctionnalités de self-care fournies à nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, ont bien évidemment, dans cette période de confinement, énormément facilité les choses pour maintenir le lien entre la banque, les banquiers et nos clients. Donc cette période, c'est vraiment un bon révélateur et enfin, quelque part, ça nous a permis d'accélérer encore plus ce que nous étions déjà en train de mettre en place depuis 2 ans environ. Excellent, merci Pierre, et puis bravo à vous pour cette efficacité. Alors, ça s'est pas nécessairement passé aussi bien pour tout le monde, si j'ose dire, et donc je me tourne, je regarde plutôt mon écran à un autre endroit, je me tourne vers Marc, et est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ce que tu as constaté chez nos clients au moment du confinement? Alors, merci Guillaume et Pierre pour ces témoignages, et puis bravo, parce qu'effectivement je pense que vous faites partie, mais on l'a bien vu parce qu'on travaille avec et BNP Paribas et la Maïf, que les choses s'étaient bien passées, donc bravo pour avoir passé les obstacles de cette façon-là. Peut-être d'abord de notre côté, alors même si on n'est pas de la même taille, hein, c'est un peu moins de 450 personnes, malgré tout, de notre côté, donc on était tous on va dire nativement nomades, équipés pour ça. Notre métier s'y prête plutôt bien, hein, pour être franc. Donc de ce côté-là, tout le monde s'est mis techniquement en télétravail sans aucune difficulté. Pour autant, ce qu'on a vu, enfin on a vu deux choses. On a vu une première chose, c'est qu'il fallait qu'on adapte pas mal de modalités de travail de notre côté. Et finalement, ça nous a fait plutôt du bien parce que la plupart, on va les pérenniser et on s'aperçoit qu'on a beaucoup progressé pendant cette période-là. Et puis, enfin pour autant, ce télétravail massif, forcé, ininterrompu, pour moi, c'est pas du télétravail, ça s'appelle du confinement. Donc, ça nous a pas affranchi de renforcer comme jamais la communication avec les managers, la communication avec l'ensemble des collaborateurs, une vigilance particulièrement forte sur l'identification des personnes en difficulté, et donc le déploiement d'écoute comment dire, massive auprès des collaborateurs, beaucoup d'individualisation dans l'écoute, en fait. Parce que la perte de repères et la baisse d'engagement sont pas proportionnelles à la qualité du matériel et des outils technologiques. On a pu constater ça, je suis obligé de le dire. Donc, comme tout le monde, on s'occupe comme l'est sur le feu, on s'occupe le mieux qu'on peut des difficultés qu'on peut rencontrer dans cette logique très individualisée. Après, du côté de nos clients et de nos prospects, je disais, on a plus de 1000 clients, donc la chance qu'on a eue quelque part, c'est que on a eu particulièrement beaucoup d'échanges avec eux, des centaines et des centaines en réalité, hein, dans les quelques mois qui viennent de se passer, et en particulier pendant le premier confinement. Et sincèrement, on a vu de tout, là, comme tu disais, Nicolas, des situations bien maîtrisées sur le plan techno, hein, comme Pierre et Guillaume les décrivaient pour BNP Paribas et Maïf, mais aussi des cas assez extrêmes où des entreprises, pourtant plutôt du tertiaire, hein, pas forcément banque finance, mais banque finance assurance, mais en tout cas du tertiaire, avaient par exemple une infime partie de leurs collaborateurs, voire quasi aucun, hein, équipés de laptop, avant même de penser d'accéder aux outils de gestion interne. Hein. Première étape, c'est déjà avoir le matériel de base. Donc, on a vu des cas où une bonne partie de l'entreprise s'est retrouvée vraiment en carafe. Hein. Il a fallu parfois des jours, des semaines pour que l'activité reprenne, et disons de façon maîtrisée, hein, à défaut d'être normale. Et du coup, on a vu à peu près toutes les nuances de gris entre ces cas-là et puis les cas que décrivent Pierre et Guillaume. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, malgré ce moment un peu compliqué, si on prend un peu de hauteur, il n'y a pas eu trop de casse, ou en tout cas, s'il y a de la casse dans les entreprises, ça n'a pas été pour cette raison-là. Je rejoins Pierre et Guillaume sur le fait qu'on a pu s'apercevoir aussi d'une chose dont vous avez parlé et dont on va sûrement reparler, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, les collaborateurs ont fait preuve d'une agilité incroyable. L'agilité au sens propre, hein, celle
du bon sens, de la simplicité, de la volonté de passer l'obstacle, de l'engagement pour que ça marche. Hein. Ça a été une leçon, je pense, pour pas mal de managers old school hein, qui, j'espère, sont connectés à ce webinaire, qui imaginaient, je pense pas forcément que tout ça serait possible. Et pour finir là-dessus, je pense que, pour reprendre les mots de révélateur et d'accélérateur, je pense aussi que ce choc a été très, très révélateur de la réalité des choses, en fait, du niveau de digitalisation effectif, bien sûr, mais aussi des comportements, des aspirations, de la capacité des collaborateurs à être agiles, de l'agilité naturelle des organisations avant le Covid, de leur résilience, etc. On a vu les choses. On a eu un stress test. Et ça a été donc aussi un accélérateur, mais sous une autre forme. Parce que si je prends tous les dirigeants d'entreprise avec qui j'ai pu parler, tous m'ont dit que, comme c'est Guillaume qui le disait, je crois, tous m'ont dit que ce qui se passait, en fait, les confortait dans les orientations qu'ils avaient prises dans les semaines ou dans les mois précédant la crise, au travers d'un PMT, d'un stratégie, d'un plan de transformation, etc., sur les aspects digitaux, organisationnels, managériaux, culturels. Et ça, c'est ça, c'est un accélérateur parce que tout le monde ressort en se disant qu'il faut mettre en place les orientations, qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut aller encore plus vite que ce qui est prévu. Ça, on le voit. Ça a d'ailleurs des conséquences pour notre métier parce que finalement, les vrais projets de transformation, finalement, sont toujours pas été affectés par cette crise. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Alors, complètement d'accord. Alors, peut-être pour revenir sur les mots que tu as dit, bon sens, simplicité, en préparant ce webinaire, nos invités nous ont donné des exemples incroyables de simplification qu'ils ont mises en place et de mesures qui ont été soit accélérées, soit innové au moment de la bascule dans le premier confinement. Et parmi les exemples, peut-être Pierre, tu peux commencer sur comment vous avez fait la BNP pour accélérer un certain nombre de choses. Alors, oui, effectivement, Nicolas, le point que je veux citer, c'est que dans le cadre du premier confinement, pour continuer l'activité de la manière la plus efficace possible, c'est poser la question de mesures d'allègement vis-à-vis des clients, vis-à-vis de procédures administratives en interne, vis-à-vis de contrôles que nous devons opérer. Hein. Je rappelle que la banque travaille dans un environnement extrêmement régulé et donc on a besoin de contrôler un certain nombre de choses. Et donc on a pris un certain nombre de mesures, pour être totalement exact, on en a pris 421 mesures d'allègement que nous avons assez décidées pour être totalement au clair, notamment vis-à-vis de nos régulateurs. La question s'est posée, bien évidemment, en sortie de confinement, de dire ces mesures d'allègement, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, on a opéré dans un environnement où notre maîtrise des risques a été plutôt efficace. Donc, on est parti avec le présupposé que 80% de ces mesures d'allègement pouvaient se pérenniser dans le temps, qu'elles iraient bien aux collaborateurs, qu'elles iraient bien aux clients, bien sûr, et puis qu'elles iraient bien aux organisations dans leur ensemble, et puis probablement aux régulateurs à partir du moment où on leur assurait le bon niveau de maîtrise de risque. Un mois après le confinement, on a laissé les métiers en toute autonomie décider de cela. Il y en a quand même un peu plus de la moitié sur lequel on était revenu dans le monde d'avant. Là où on avait dit que 80% des mesures seraient pérennisées, en fait, l'habitude était de dire, mais non, on est finalement plus confortable, ce qui est un peu surprenant de dire, mais non, on va revenir dans le monde d'avant, et donc ces mesures, elles ont été désimplifiées. On a clairement été challengé là-dessus. L'Empire contre-attaque, donc,
c'est ça? Oui, alors l'Empire contre-attaque, mais je ne suis pas que du côté des forces obscures, et donc on a quand même décidé de se rechallenger, là-dessus. Et donc, avec son général, Marc-Henri Bérard, patronne de la banque de détail en France, a clairement posé le débat en disant non, maintenant vous devez nous apporter la charge de la preuve que effectivement c'était mieux avant que maintenant, alors qu'on a simplifié. Et donc là, il y a vraiment un travail qui est sur 200 mesures qu'on est en train de repasser au tamis pour dire, mais effectivement, expliquez-nous sur des bases extrêmement objectives qui sont liées à la satisfaction client, donc des critères positifs, mais des critères parfois entre guillemets plus négatifs, qui sont notamment liés à des sujets de contrôle. Et sur la base d'éléments extrêmement tangibles, expliquez-moi pourquoi c'est mieux de revenir dans le monde d'avant sur ces 200 mesures plutôt que de les maintenir. On est en train de le faire en ce moment. C'est un travail, je ne vous cache pas, culturel. C'est intéressant, hein, culturellement et presque sociologiquement, de se dire, alors même que tout le monde vise à travailler dans un environnement plus simple, plus autonome, plus agréable, plus actif. Je pense qu'on y reviendra dans un instant. En attendant, la nature, je ne vais pas dire humaine, mais presque humaine, en tout cas la nature professionnelle était finalement de dire, ah oui, moi je suis plus confortable dans ce monde extrêmement procéduré dans lequel finalement, à partir du moment où je suis là-dedans, c'est plus facile. Donc c'est un travail de longue haleine, je ne vous cache pas, on tient des comités, des réunions tous les 15 jours de top management en rechallengeant cela. Quelque part, je vais dire, le deuxième confinement nous aide dans cet état d'esprit-là. Mais voilà exactement le type de choses que nous faisons. Donc, on parle bien de procédure vis-à-vis des clients, de demander des justificatifs avec des clients. On dit, mais non, mais finalement, faisons confiance aux clients plus souvent dans le cadre de maîtrise de risque, dans des relations avec des tiers, des demandes de justificatifs, là aussi, on demandera des justificatifs que quand on aura un problème, et puis comme on a un problème que dans 2% des cas, ça c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, il y avait aussi, on a beaucoup travaillé notre politique de risque contrôlé, sur un certain nombre de contrôles, où on faisait des contrôles parce que ça nous rassurait. Quand les contrôles, ils montrent que c'est efficace à 100%, le contrôle lui-même ne sert plus à rien. Et donc, il faut probablement rechallenger le principe même du contrôle sur un process qui est devenu efficace à 99,9%. Donc, voilà le type d'exemple qu'on est en train de rechallenger. Merci Pierre, très intéressant et intéressant de voir quand même que même si tout le monde souhaite que les choses soient plus simples, en fait, on se retrouve face à des paradoxes parfois du confort versus simplicité. C'est assez étonnant. De votre côté, Guillaume, est-ce qu'il y a, enfin, j'imagine qu'il y a des bonnes pratiques du premier confinement que vous avez pérennisées. Comment ça s'est passé et est-ce que l'Empire a tenté de contre-attaquer à Naïf? Oui, alors c'est un sujet intéressant. Je pense que ce qui est assez essentiel finalement dans la manière dont on a pu être au rendez-vous de la gestion de crise, c'est la confiance. Et Pierre, vous l'évoquiez aussi dans la relation avec les clients. On a vraiment la confiance ancrée dans notre modèle, et je pense que c'est ça qui a permis d'ouvrir un certain nombre de portes et de faire des choses parfois étonnantes qu'on n'aurait certainement jamais osé faire dans d'autres contextes. C'était un exemple qui est anecdotique, mais pendant la gestion de crise, on a fait le choix d'équiper certains collaborateurs, à peu près 500 de téléphones portables sur lesquels ils ont reçu des appels clients, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait dans la vraie vie, mais qui a permis de résoudre une situation un petit peu spécifique sur certains métiers. Au-delà de ces anecdotes, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on s'est engagé, nous, en tout cas, dans un ancrage durable de ces pratiques-là. Et je pense notamment à deux sujets. Le premier, c'est le télétravail, et le deuxième, c'est l'agilité à l'échelle.
Sur le télétravail, on avait déjà un accord voilà, qui couvrait une population partielle de l'entreprise avec un certain nombre de contraintes. On avait engagé un début de réflexion avec nos partenaires sociaux sur la généralisation de l'accord de télétravail. Et du coup, ça a été naturel finalement, dès la sortie de confinement, d'accélérer très fortement cette démarche-là, notamment sur la base du retour finalement de cette période de confinement où on a vu que ça fonctionnait et finalement l'ensemble de nos métiers quasiment pouvaient fonctionner en télétravail. Donc on a fait le choix d'accélérer et on a signé en fait dès juillet dernier un accord de télétravail qui concerne toute l'entreprise, y compris dans certains cas des métiers sur lesquels on s'y attendrait pas a priori, puisque notamment nos agents en délégation conseil peuvent également télétravailler une partie du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible à la plupart des métiers de l'entreprise. Et on a fait un choix original, je pense, qui a été aussi dicté par l'expérience du confinement, même s'il faut être prudent parce que le confinement, enfin le télétravail en confinement, c'est évidemment pas du tout la même chose que le télétravail, moi j'appelle hybride, ou en tout cas on a une partie des gens sur site, une partie des gens à distance. Mais on a fait un constat assez fort qui est que ce qui prime dans l'organisation du télétravail, c'est vraiment le collectif. Et donc, on a fait le choix de donner un cadre avec plusieurs formules sur une base mensuelle qui peuvent être choisies par les collaborateurs, mais qui s'inscrivent systématiquement dans des règles de fonctionnement d'un collectif. Et donc ça donne la borne haute du nombre de jours accessibles en termes de télétravail. Ça peut fixer aussi les jours possibles en télétravail ou non. Et donc, on a vraiment privilégié dans l'accord de télétravail ces choix collectifs. Et je pense que ça, c'est un enseignement, alors peut-être un peu implicite, mais un enseignement de cette période de confinement où on a vu l'importance de garder cette cohérence du collectif dans les fonctionnements au quotidien. Si je reviens sur l'agilité à l'échelle, donc nous on était engagés depuis 2019 en fait dans une bascule vers une organisation agile à l'échelle, dans le cadre d'une démarche assez particulière puisqu'on a signé en fait avec le CSE de l'entreprise un accord qui nous permet d'expérimenter. Donc on se lançait en fait début 2020 dans un an d'expérimentation d'une nouvelle organisation basée sur ces principes-là. Et donc on venait de lancer en fait en janvier cette nouvelle organisation avec nos tribunes, nos squads, nos équipages qui fédèrent les différents métiers. Et donc on était en pleine, vraiment au cœur de la transformation, au cœur de la bascule. Et on a pu juger en fait vraiment sur pied de la résilience de cette organisation-là, notamment parce que on a pu comparer aussi en interne avec certains de nos collègues dans d'autres métiers qui n'avaient pas forcément enclenché ce même type de démarche. Et on a trouvé très vite nos marques et les différents collectifs qu'on a posés se sont montrés extrêmement résilients dans cette période-là. Et donc ça nous a permis de valider aussi une partie de l'expérimentation un peu de manière accélérée. Et ça agit vraiment comme un révélateur de ces sujets-là, avec des pratiques qu'on a pu mettre en place. On avait, comme dans beaucoup de grandes entreprises, des relations métiers un peu formalisées, des comités de pilotage sous différentes formes, où souvent on avait plus les managers que les réels utilisateurs, donc souvent un filtre du terrain relativement important. Et en fait, naturellement, on a mis en place dès le début de la crise ce qu'on a appelé des mêlées métiers. On a cherché à avoir vraiment des opérationnels qui sont les mains dans les usages et qui pouvaient nous donner finalement la température réelle des utilisateurs sur toutes les décisions qu'on prenait. Est-ce que ça allait dans le bon sens? Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marchait pas, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pérennisé et donc on a gardé, alors pas à la fréquence de tous les jours comme on l'avait évidemment pendant la gestion de crise, quoi qu'on l'a refait pendant cette période de deuxième confinement, mais on a gardé cette mécanique-là et donc toutes les semaines, on a un dialogue très concret, très opérationnel entre des représentants de la DSI et des représentants des métiers, qui est un dialogue de proximité, qui est vraiment avec des gens qui sont aux manettes de ces différentes filières. Et ça nous permet d'avoir à la fois une température beaucoup plus fine, beaucoup plus pertinente du ressenti, et aussi beaucoup plus de confiance, parce que dans ces échanges, on est beaucoup plus transparent, on se dit des choses. Et je pense que ça a créé une manière différente de travailler avec nos métiers. Le fait de travailler en confiance, chacun sait qu'il a des problématiques, la DSI en a, les métiers en ont, mais on met sur la table nos problématiques. Il n'y a plus d'effet de manche ou de posture autour de ces problématiques. Et on se dit juste les choses. Et quand il y a un problème, on se dit qu'il y a un problème. Ça arrive. Tout le monde en a. Et on partage aussi comment on les résout ensemble. Et ça, je pense que c'est une vraie force qu'on va garder dans la durée et sur laquelle on a pu partager, nous, à la fois une très bonne satisfaction côté DSI parce que nos équipiers se sentent extrêmement valorisés dans ce type de démarche.
Et une grande satisfaction aussi des métiers parce qu'ils comprennent ce qu'on fait, ils comprennent nos difficultés. Et ça, c'est un élément essentiel. Hop, donc vraiment des bonnes choses à garder. Marc, comment tu dirais ce qu'on voit chez nos autres clients? Bon, ce qui ressort d'une manière générale, si on prend un peu de recul, c'est de façon évidente le sujet du télétravail. Si on faisait un nuage de mots lié à la crise sanitaire, je pense qu'on verrait que ça en fait sur l'écran. Mais bon, en même temps, pardon, mais je sais pas, ça m'ennuie un petit peu en fait, voire beaucoup, parce que comme on l'a dit, et puis quand on entend Pierre et Guillaume, on le voit bien, enfin, on l'entend bien, la période, elle révèle beaucoup d'autres choses sur l'agilité, sur les modes de management, sur la digitalisation, sur les motivations personnelles des individus, les nouveaux moteurs de leur engagement. Guillaume à l'instant parlait de peut-être d'un mode de communication un peu différent, plus transparent, d'organisation plus plate. Enfin, si j'entends des métiers, on va chercher les personnes qui font, pas uniquement les personnes qui animent les gens qui font, etc. Donc, il y a plein de choses que cette crise révèle changer. Dans mes échanges avec des managers du secteur banque et assurance d'ailleurs en particulier, il y en a pas mal qui s'interrogeaient jusqu'à même le positionnement de leur entreprise dans la société, sur la composition de leur portefeuille de produits et de services, lesquels m'ont servi, lesquels ont vraiment apporté de la résilience, lesquels sont vraiment utiles à mes clients. Donc on voit bien que la crise, elle révèle des trucs assez à 360, bien plus larges que le télétravail. Donc je suis toujours un peu agacé, on va dire, parce que quand on regarde la presse, en fait, on parle que du télétravail. Quand on nous appelle pour des interviews, c'est sur le télétravail. Mais le confinement, encore une fois, c'est pas le télétravail. Le télétravail, c'est une modalité de travail. Guillaume le disait, qui doit s'agencer avec d'autres modalités pour faciliter la vie de chaque collaborateur, en améliorant en parallèle évidemment sa contribution à l'entreprise, ça va de soi, avec un équilibre entre le choix du collaborateur et le choix de l'équipe et du manager avec lesquels il travaille. Tout ça se fasse harmonieusement au bénéfice de tout le monde. Bon, très bien. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et j'ai une crainte, c'est que cet écran de fumée, en fait, du télétravail empêche finalement, post-crise, d'avancer sur les autres sujets, comme l'agilité des organisations que l'un et l'autre vous avez évoqué. Et voilà. Donc, d'un côté, le télétravail, c'est une opportunité. Je ne rejette pas le truc. Au contraire, c'est très bien. On a avancé sur quelque chose sur lequel il fallait absolument avancer. Ça a accéléré les choses. Mais d'un autre côté, ça peut être un frein simplement voilà, parce que ça occupe un peu trop le paysage à mon goût. Voilà. Et après, je vais revenir sur un point qu'a évoqué Pierre sur les mesures et la difficulté qu'on sait bien, qu'on connaît bien à se forcer à ne pas revenir à la normale. Bon, alors, il y a des gens chez Julius Stern qui sont super calés sur la manière avec laquelle fonctionne le cerveau. C'est pas mon cas, mais on sait bien qu'un changement, en fait, ça consomme une énergie folle. Dans mon cerveau, enfin au sens propre du terme. Donc naturellement, chacun d'entre nous a plutôt envie, même si c'est pas exactement ce qu'il disait au plein cœur du premier confinement, a plutôt envie de retourner à une situation normale, même si ça correspond pas à ses aspirations. C'est comme ça, c'est physique. Bon, on n'y peut rien. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que pendant cette crise, à partir du 16 mars, moi j'ai vu la proportion de dirigeants décidés à vraiment rebattre les cartes en tirant les leçons du Covid évoluer au cours du temps. Si je la fais courte, les premières semaines, c'était l'instinct de survie, donc il n'y avait pas de sujet, il fallait que ça fonctionne. Ensuite, assez majoritairement, moi j'ai vu une volonté, encore une fois majoritairement, une volonté de changer vraiment les choses après le Covid et beaucoup de choses. Et pourtant, je peux vous dire que j'en connais des bien réfractaires sur ce genre de trucs, donc, mais qui ont vraiment admis la nécessité de faire quelque chose. Et ensuite, très progressivement, et on est toujours aujourd'hui dans cette espèce de pente en descente douce, cette majorité là dont je parle a doucement baissé dans le temps au fur et à mesure du déconfinement, et j'ose pas dire du retour à la normale, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est que puisqu'on est tous convaincus là autour de ce webinaire qu'il faut vraiment qu'on lâche rien pour que les choses évoluent vraiment sous tous leurs aspects,
Voilà, pour que cette crise sanitaire, qui est terrible par ailleurs, mais qu'elle ait au moins servi à faire bouger les choses dans le bon sens, que ça ne se termine pas par du traitement de surface ou uniquement une évolution du télétravail. Voilà, c'est quand même un vrai risque. Voilà, pardon, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, complètement d'accord. Et alors, je vais rajouter au gueule, mais c'est sans doute nos invités qui concluront là-dessus. C'est que on a pu avoir l'impression que le, que l'amélioration de la relation entre les métiers et la DSI était, au fond, OK, merci les gars, vous êtes des bons techos, vous avez fait votre boulot de techos, c'est top. Et puis, bon, maintenant, on retourne aux vraies préoccupations. Hein, et puis, c'est vous, vous continuez à faire la chaudière. Et évidemment, je caricature, mais vous avez identifié, vous avez illustré de bonnes pratiques au sens à la fois opérationnelles et efficience qui ont été mises en place au moment du premier confinement. Ma question, c'est comment on fait pour que, en particulier sur ces relations métier DSI, comment on fait pour pérenniser l'amélioration de ces relations, ce qui est quand même un sujet qui nous casse les pieds au quotidien depuis des années et qui diminue l'efficacité globale des entreprises. Guillaume, vous avez parlé de votre mêlée métier. J'adore l'idée. Comment vous envisagez, Guillaume et Pierre, d'arriver à pérenniser ces meilleures pratiques, en tout cas, et comment ça se traduit chez vous? Pierre, peut-être. Alors, clairement, et nous, on avait décidé juste avant le confinement de démarrer notre démarche de mise en place de l'Agile at Scale. Donc, on est probablement décalé par rapport à ce que vient de dire Guillaume à la Maïf. C'est évident que ce qui s'est passé pendant le premier confinement, a clairement posé le sujet que le travailler ensemble, et c'est pas seulement entre l'informatique et les métiers, parce que tu parlais beaucoup de l'informatique en opposition aux autres, mais dans le monde de l'entreprise qui nous occupe, on a des métiers, on a des fonctions régaliennes, de conformité, de risque, de juriste, tout ça est dans son périmètre de responsabilité. Et clairement, la méthode et la démarche, le principe d'Agile, c'est de travailler ensemble au bénéfice du client. C'est vraiment le sujet et pas seulement drivé par l'informatique. Donc clairement, cette transformation qu'on est maintenant en train de mettre en œuvre et qu'on va mettre en marche de manière progressive et itérative, elle vise vraiment à faire prendre conscience que finalement, ce qu'on a perçu ou ce qu'on a identifié pendant le premier confinement avec cette sensibilité sur la réactivité, sur l'attention des clients, sur ce que les clients attendaient de nous en tant que, je le redis de nouveau, opérateurs essentiels. On pense que cette démarche de mise en place d'Agile à l'échelle dans notre organisation qui est très très large, parce que dans les équipes centrales, c'est plusieurs milliers de collaborateurs. Et puis, moi, ce que je dis, c'est qu'au-delà de la démarche, il y a même un état d'esprit agile qu'on doit mettre en place dans la banque de détail en France. C'est plus de 25 000 collaborateurs. Et donc, c'est presque un projet d'entreprise qu'on cherche à mettre en œuvre au travers de ça. On va chercher à donc mieux connecter ces silos que j'ai évoqués tout à l'heure, métier, fonction, distribution, informatique. On va chercher à sortir de ces effets tunnels que nous connaissions avant en disant, voilà, entre l'idée qu'on a et la délivrance d'une fonctionnalité, il peut se passer plusieurs mois, voire 2 ans pour les programmes les plus importants. Et donc, le travailler en circuit court, en circuit beaucoup plus court est absolument essentiel. Et puis, le troisième point, et puis ça fait écho à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur les mesures, c'est, et c'est pas le plus facile, même si c'est très demandé, c'est la prise d'autonomie. On met en place les organisations à plat, et on donne du pouvoir, beaucoup plus de pouvoir aux managers, aux responsables d'équipe, on les responsabilise beaucoup plus.
là encore, il faut pas se mentir, hein, ça n'est pas si évident que ça. Parce que très régulièrement, l'organisation et les collaborateurs nous le demandent. Et quand on leur dit, bah, tiens, Banco, on vous le donne maintenant dans ce cadre-là, et voilà, on vous donne le budget, et maintenant c'est à vous de gérer la backlog, et puis vous nous dites ce que vous allez faire, c'est pas si évident que ça. Et donc tout le travail d'accompagnement qu'on va avoir à faire auprès des équipes, en termes de méthode, et je le redis aussi, en termes d'état d'esprit, n'est pas si évident que ça. Donc, pour répondre à la question, le sujet maintenant, c'est l'agile, et l'agile à l'échelle pour nos organisations, c'est clairement la prochaine étape pour nous pour pouvoir pérenniser ce qu'on a appris pendant ces périodes de confinement. Ok, donc vous êtes sur la bonne voie, en tout cas avec la bonne volonté. Et quand il y a une volonté, il y a un chemin, dit le sage. Guillaume, de votre côté, comment cette pérennisation, vous la voyez et vous la ressentez? Oui, je partage la même envie que Pierre a évoquée. Je pense qu'il y a une véritable envie partagée de poursuivre cette transformation. Probablement pas tellement pour construire le monde d'après, parce que je pense qu'on est plus vraiment dans cette question-là, mais surtout le monde de demain. Et je pense que ce qui a été vécu et ce révélateur qu'on évoquait tout à l'heure donne envie de construire un monde de demain qui est une évolution de celui d'aujourd'hui. Et on retrouve, nous, cet engagement de manière assez forte au sein de l'entreprise. Je pense à quelque chose, un élément de pérennisation qui est assez important aussi, c'est on a fait la preuve que on travaillait beaucoup mieux quand on dépassait les organisations et Pierre l'a également cité. Et je pense que ça c'est un enjeu de demain. Les équipes prennent beaucoup plus de plaisir à travailler ensemble sur un sujet plus que dans une organisation. Et à la fin, à l'arrivée, on a beaucoup plus d'impact à travers ce type de fonctionnement. Moi, si je devais vraiment mettre un axe sur lequel mettre l'accent, c'est celui-ci, c'est travaillons ensemble pour la satisfaction du client, pour la satisfaction de nos collaborateurs. Et c'est ça qui a de l'impact et ça se voit, enfin, ces décisions très opérationnelles, c'est celles qui se voient et qui sont appréciées in fine par nos clients. Et ça, une des conditions, c'est la confiance. On a commencé à établir un format de confiance qui est très différent, je pense, dans cette crise. On s'est dit collectivement que c'était quelque chose qui faisait du sens, qu'on appréciait de travailler en confiance les uns avec les autres. En tout cas, moi, j'ai un vœu que cette manière de travailler perdure, que ça soit au sein de l'entreprise, que ça soit avec nos parties prenantes. Je pense qu'on est en train de mettre derrière nous vraiment réellement ces notions de clients-fournisseurs qu'on entendait encore beaucoup au sein des entreprises. J'avais encore un collaborateur récemment qui me disait qu'on mette à jour les conventions de service. J'ai dit, les conventions de service, ça respire le client-fournisseur. Il faudrait certainement inventer quelque chose d'autre et qu'on passe le cap de ce type de format. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer. C'est des choses qui vont être pérennes. Elles sont pas complètement stabilisées. La force peut contre-attaquer sur ces sujets, mais je pense qu'on dépasse le frétillement. On est vraiment sur une envie commune. Et moi, je retiens vraiment cette envie de travailler mieux tous ensemble. Je pense que c'est le message très positif qu'il faut retenir de cette situation qui l'est moins par ailleurs. Excellent, super. Avant de passer aux questions de nos participants, Marc, en 2 mots, parce que les conventions de service on en a vite fait, effectivement, par rapport à ta question. C'est vrai qu'on avait avant la crise laissé pas mal d'entreprises dans une situation qui se ressemblaient, alors plus ou moins avancées, où sur l'agilité, j'entends, où les DSI avaient bien avancé, mais où l'agilité c'était souvent arrêté à la frontière de la DSI, un peu comme le nuage de Tchernobyl à la frontière française. Alors c'était pas que les DSI voulaient pas que ça aille au-delà, au contraire, hein, c'était juste le reste de l'entreprise qui pensait que c'était une nouvelle marotte. En tout cas, il y avait un petit peu de résistance. Maintenant, tout le reste de l'entreprise savait aussi très bien que ça apportait des avantages concurrentiels énormes, parce qu'il y a des noms d'entreprises qui circulent et qui sont même associés à des modèles. Hein. Mais bon, c'était comme ça. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une oreille beaucoup plus attentive en fait des entreprises sur l'agilité globalement. Et je reviens à ce que disait Pierre, c'est pas métier, enfin c'est aussi bien sûr relation métier et DSI, mais c'est l'entreprise dans son ensemble. Et l'agilité, c'est ultra multidimensionnel. Hein. C'est pas juste une norme, un framework, etc. C'est un mindset, c'est une culture, c'est du management, c'est de la décision, c'est de l'autonomie, c'est de la confiance. Enfin, on a entendu tous les mots. Donc voilà, moi ce que je veux dire pour la fin et pour montrer que je pousse pas que des coups de gueule, mais que je suis un garçon optimiste, c'est qu'il faut s'engouffrer dans cette brèche.
en faisant les choses bien sûr, parce que malgré tout, il y a une prise de conscience, hein, mais ça ne doit pas empêcher de faire évidemment toute la pédagogie, les explications, l'accompagnement du changement qui va bien, parce que rien n'est jamais évident, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour ta question sur finalement, est-ce que la DSI ou la fonction informatique là, qui a été un peu portée au nu parce qu'elle a permis la continuité de l'activité, est-ce que ça va durer? Bon, moi, je suis un garçon optimiste, donc je pense que il reste toujours quelque chose de positif quand on fait les choses bien, c'est ce qu'il faut toujours se dire. Faut capitaliser là-dessus. Faut capitaliser là-dessus. Faut aller plus loin dans les réflexions et surtout, faut les prendre de façon un peu 360, mais comme on l'a très bien dit et comme Pierre et Guillaume l'ont très bien illustré. Ok, donc vous êtes tous les trois sur des messages, on va dire, plutôt optimistes. En tout cas, on a une illustration Ouais, non, c'est un vrai bonheur. On n'est pas très en avance, donc je vais passer tout de suite la parole à Philippe qui va nous poser les questions des participants. Si on n'a pas le temps de finir, on tâchera de répondre par mail aux questions après le webinaire. D'accord? On le fera en asynchrone si on peut le faire, bien entendu. Mais Philippe, voilà. Oui, compte tenu du temps qui reste, on va essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, on a quelques questions quand même, dont certaines intéressantes en réaction à ce que vous avez pu partager dans la séance. Je vais en prendre deux parmi celles-là. Une très pratique qui demande si on pourra disposer du support de présentation. Il y a 4 slides, c'est sans doute possible, on verra. Ensuite, une que je trouve intéressante et qui est vraiment dans l'air des derniers échanges que vous avez eus aussi, et assez représentatif de d'autres qu'on peut avoir. Donc, vous avez parlé de mode de fonctionnement, de travailler ensemble. Quid de création de nouveaux rôles? Est-ce que vous avez modifié votre organisation ou les rôles spécifiques et en ajoutant des nouveaux? Et donc au sein de la DSI, et aussi surtout, de quelle manière est-ce que vous avez interagi dans ce cas-là avec vos clients? Parce que en fait, dans l'agile, notamment, on ne se transforme pas tout seul. Peut-être Guillaume, comme vous êtes le plus avancé côté Maïf pour. Oui, alors c'est un sujet, on pourrait en faire un webinaire à part entière, je pense, sur cette question-là. Alors, c'est pas lié au contexte de la crise, nous, c'est plutôt lié à ce qu'on a engagé effectivement sur la transformation agile à l'échelle. On a fait le choix de faire effectivement évoluer certains métiers de manière assez significative ou de créer de nouveaux métiers. Je vais donner deux exemples. On avait historiquement, comme toutes les entreprises françaises, cette notion de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, qui est une notion qu'on fait disparaître dans l'organisation agile à l'échelle en introduisant la notion de business analyst. Et donc, on a des business analysts qui travaillent directement avec des développeurs. On n'a plus ce découpage en 3 couches qu'on retrouvait précédemment dans les organisations projets classiques. Donc ça, c'est plutôt voilà, de l'évolution de métier avec beaucoup d'évolution de posture, de comportement, d'interaction aussi au sein d'un produit entre ces parties-là. Et du coup, ça crée beaucoup plus de proximité avec les clients. On a des développeurs qui parlent aux utilisateurs aujourd'hui, et ça, c'est une nouveauté. Et puis, pour être concis sur la question, on a introduit, nous, la notion du métier de designer au sein de la DSI, qui est une vraie nouveauté. Donc ça, c'est l'enjeu expérience client, qui est évidemment un enjeu phare dans tous nos produits, notamment digitaux, mais également les produits qu'on met dans les mains de nos gestionnaires au quotidien. Et donc, on a une équipe de design qui fait une dizaine de personnes aujourd'hui qui interagit plus uniquement sur des questions d'ergonomie, mais vraiment aussi sur des questions d'expérience. Si je peux me permettre de rajouter deux choses, que c'est on change en fait aussi la manière dont on responsabilise les gens. Hein, on passe d'un mode de management hiérarchique à un mode de management beaucoup plus fonctionnel et transverse. Donc ça, c'est dans les changements de rôle, je trouve que c'est un point essentiel au-delà des rôles. Et le deuxième point sur lequel, alors nous on est en phase de création et d'appropriation, mais point sur lequel j'insiste beaucoup, et d'ailleurs Guillaume n'en a pas parlé et moi ça me va bien, on ne va pas changer les organisations, on va changer nos modes de fonctionnement.
C'est que l'organisation en tant que telle, objectivement, moi, je m'en fiche un peu. Je ne vais pas changer l'organisation de l'informatique, je ne vais pas changer l'organisation des opérations, je ne vais pas changer l'organisation du métier. Je crée des nouveaux rôles, et certains ont été évoqués par Guillaume. Je mets en place des équipes transverses, ces fameuses tribes, ces fameuses squads, et qui fonctionnent, indépendamment de l'organisation. C'est un point essentiel. Et c'est pour ça que la responsabilité fonctionnelle prend toute son importance. Absolument, merci beaucoup. Philippe, aurais-tu une autre question? Alors, oui, mais sachant qu'il est 30. Il est 30, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore plein de nos participants. Si on peut vous manger 5 minutes de plus, je pense que ça peut être intéressant de partager un peu. Oui. Sur la relation client, donc une question très précise. Donc je reviens sur le même thème. La relation à vos clients. Je vais donner la question précise. Nous avons, voilà, un de nos interlocuteurs a créé un rôle de correspondant client, donc n'avait pas un rôle de correspondant client spécifique. Avez-vous mis en place ce type de rôle? Guillaume? C'est une question très pointue. Ouais, je pense qu'on parle de clients internes, j'imagine, dans la question. Interne, c'est ça. Nous, on avait déjà ce type de rôle qui existait dans l'organisation. On a plutôt fait évoluer les pratiques, comme je l'évoquais tout à l'heure. On était dans une pratique un peu figée de cette fonction-là, plutôt sur des rituels très institutionnels. Et donc, on a rendu cette pratique très opérationnelle. Et donc, c'est plutôt un changement de posture qu'on a orchestré à travers cette situation. Et c'est ce changement de posture qu'on pérennise dans la durée. Alors, effectivement, cette question de la qualité de la relation client et en particulier de savoir comment on la met en œuvre dans des rôles spécifiques au-delà de l'organisation. Je suis bien d'accord, Guillaume, sur le fait que c'est quand même une posture, une culture, une orientation client, ça se décrète pas, hein. Il faut que les gens le vivent et l'incarnent. Sinon, ça sert pas à grand chose, si ce n'est à faire des contrats de service. C'est pas très raisonnable. Bien. Peut-être une remarque, si tu me permets, Nicolas, par rapport à… Je t'en prie, bien sûr. Sans parler spécialement du rôle de correspondant client, mais je pense que cette crise, elle a apporté quelque chose de plus là. Et Guillaume, vous parliez de relations client-fournisseur en interne qui était un peu datée et pas très agile dans l'état d'esprit. Voilà, je partage. Je pense que cette crise, elle a aussi rapproché, elle a aussi changé quelque chose dans la relation client externe. Je pense que les entreprises avec leurs clients ont une proximité en général beaucoup plus forte, beaucoup plus transparente, détachée. Et en fait, à nouveau, cette crise, elle a été terrible d'un point de vue sanitaire. Je mets ça de côté, c'est très mal, pardon. Hein. Mais en revanche, elle a permis quelque chose, c'est aussi de se rendre compte que c'était des gens de chaque côté, que ce n'était pas la peine de faire le beau d'un côté, réagir de façon complètement démesurée de l'autre, d'avoir une surexigence impossible à assumer par son fournisseur, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus aussi, et l'agilité, elle dépasse de ce fait-là largement, je pense, que l'organisation interne. Et je peux aussi la penser avec le client. Alors, il y a plein de mots, entreprise étendue, etc. C'est pas trop mon sujet. Mais en réalité, c'est de la relation humaine aussi, c'est de l'agilité aussi, c'est de la compréhension mutuelle aussi. Et à quand les mêler clients? Ouais. À quand les clients? Optimiste, là? Non, ça s'appelle des non, mais focus. je suis convaincu de ça. C'est pas pareil. C'est vrai que c'est face à l'adversité, la difficulté, les gens se rapprochent. Il y a de la solidarité qui se crée et ça va aussi entre les entreprises et leurs clients. Très bien. Est-ce que alors merci à nos participants d'être restés en nombre. On a déjà un peu dépassé.
on va pas abuser. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite avoir le mot de la fin ou on le laisse, ou on conclut là-dessus? Dites-moi. Ah ben alors, le mot de la fin, c'est moi qui vais le prendre. Merci, un grand merci à tous les trois. Merci. Merci à Et un grand merci à nos participants. Effectivement, il y a eu pas mal de questions, donc on essaiera d'y répondre en asynchrone. On a vos coordonnées. Et puis, bien, la prochaine étape, ce sera un prochain webinar auquel vous serez conviés, bien évidemment. Et un grand merci à l'organisation aussi côté JS, et à très bientôt à tout le monde. Merci et à bonne tous. puisqu'on s'en Merci. approche à grands pas. Merci. Merci Au revoir. encore. Au revoir. Merci.